Bonjour à tous, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Vie en Vie. Je me présente, je m'appelle Darly. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie. Nous allons parler de biais ou de pièges cognitifs. Nous allons dans un premier temps les décrire et dans un second temps, nous allons montrer en quoi ce sont des manipulations mentales qui influencent considérablement nos jugements et nos décisions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et enclencher la cloche de notification afin de recevoir toutes les informations concernant cette chaîne. Afin de comprendre ce que sont les pièges ou les biais cognitifs, il faut déjà comprendre le fonctionnement du cerveau. Il faut dire que le cerveau est un organe qui est très énergivore. Et pour lui, le traitement de l'information est un processus qui demande une charge mentale conséquente. Afin de s'économiser ou de s'alléger de cette charge mentale, il a tendance à prendre des raccourcis. Et ces raccourcis, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ils sont totalement inconscients. Malheureusement, ils peuvent nous induire dans des erreurs de perception, d'interprétation ou d'évaluation qui nous mettent en erreur dans nos prises de décision. Il faut dire que quotidiennement, nous prenons des micro-décisions, c'est-à-dire des décisions qui n'ont que des conséquences anodines. On choisit généralement ce qu'on va manger, ce qu'on va porter, le film ou la série que l'on regardera. Et pour ces décisions, ne nécessitent pas un esprit critique très profond. Et quant aux décisions les plus importantes dans nos vies, il est important de savoir déceler les biais ou les pièges cognitifs afin de s'y confronter et de prendre la décision la plus objective ou la plus rationnelle possible. La grande majorité des personnes ont tendance à mépriser ce qui leur a été octroyé gratuitement. C'est normal vu qu'ils n'y ont pas mis d'effort afin de l'obtenir. C'est ce qu'on appelle la justification de l'effort. En effet, il faut dire que lorsque l'on met de l'énergie et des efforts dans la réalisation d'un projet, on a souvent tendance à surestimer son résultat final. Ici, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. En voulant compenser les efforts ou l'énergie qui a été déployée, il a tendance à exagérer ou à surévaluer la réalisation ou la personne. Ça peut aussi être une personne. La justification de l'effort est un piège cognitif qui nous affecte considérablement dans la valeur que l'on attribue aux choses ou aux personnes. Il y aura une valeur perçue par la personne qui a fourni les efforts, mais il y aura aussi une valeur réelle. C'est un piège que l'on peut déceler dans plusieurs aspects de la vie sociale. Par exemple, les groupes ou les partis l'utilisent souvent afin de souder leurs membres, mais aussi de maintenir une certaine cohésion. Ils le font à partir des rites initiatiques qui sont imposés aux nouveaux membres et dont la validation permet l'accès ou l'adhésion au groupe. Ils peuvent aussi le faire en demandant une contribution, qu'elle soit modeste, conséquente, annuelle ou mensuelle. Et tous ces efforts qui sont fournis par les membres leur permettent de renforcer leur appartenance au groupe, mais aussi leur désir de s'y maintenir. En marketing, c'est une stratégie qui est souvent employée par des marques de maroquinerie ou par des enseignes de produits électroniques qui viennent comme ça allonger les délais d'obtention de leurs produits. Et ça devrait logiquement avoir un effet dissuasif, mais ce n'est souvent pas le cas. Au contraire, ça rend leurs produits plus attractifs et ça ajoute une valeur aux yeux des personnes qui finiront par obtenir ces produits. On peut aussi déceler ce biais dans des émissions d'achat et de vente immobilier. On voit souvent que les personnes qui sont en situation de vente immobilière ont tendance à surévaluer ou à surestimer leurs biens sur le marché. Ici, c'est normal puisqu'ils s'y sont investis. Ils s'y sont investis financièrement en achetant le bien. Ils s'y sont investis physiquement, énergiquement, en le rénovant parfois. Ils s'y sont aussi investis émotionnellement en y vivant durant des années. Et là, il y a eu un fossé profond entre la valeur qui est perçue, la valeur de ce bien qui est perçu ou qui est octroyé par ces personnes et la valeur réelle du bien sur le marché de l'immobilier. À l'échelle de nos vies, nous pouvons aussi faire face à la justification de l'effort. On a souvent tendance à mieux prendre soin des objets ou des choses qui nous ont coûté un peu plus cher que des choses qui nous ont coûté moins cher. Et dans certaines situations, on se comporte comme un joueur de loto qui est en voulant, un joueur de casino qui en voulant regagner son argent va doubler ou tripler la mise. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre des efforts supplémentaires dans des situations, dans des choses dans lesquelles on a déjà fourni assez d'efforts.
Et ce piège cognitif nous emmène souvent à nous contenter des résultats médiocres ou à nous maintenir dans des situations assez lamentables qui se justifient, donc que notre cerveau justifie juste par les efforts qui ont été déployés. Afin de s'en extraire, il faut faire abstraction des efforts qui ont été fournis, aussi importants ont-ils été. Ce n'est que de cette manière que l'on pourra avoir une évaluation objective de la personne, de la chose ou de la situation. Ou il faut aussi se fixer une date limite au-delà de laquelle il n'y aura plus d'efforts à fournir, ou une date limite au-delà de laquelle on va tout simplement abandonner. Et cela nous permettra de ne pas tomber dans la justification de l'effort. Les êtres humains ont une propension naturelle à s'entourer des personnes qui leur ressemblent. Et ce facteur nous fait surestimer le nombre de personnes qui partagent nos aspirations, nos goûts, nos préférences, nos besoins, nos valeurs et nos façons de faire et de penser. C'est ce qu'on appelle l'effet de faux consensus. Ici, notre cerveau nous joue une fois de plus des tours. Il nous laisse penser que nos façons d'agir, de faire et de penser sont plus communes qu'elles ne le sont dans la réalité. C'est un biais cognitif qui est intéressant à plusieurs égards. Il nous permet déjà d'expliquer pourquoi nous percevons comme anormales les personnes qui ne partagent pas les mêmes opinions, les mêmes valeurs, les mêmes préférences, les mêmes façons de faire et d'agir que nous. Et le terme qui vient résumer cette situation, c'est le terme d'étranger, c'est-à-dire des personnes qui ne nous sont pas familières, nous percevons une certaine étrangeté. Par ailleurs, ce piège cognitif nous met aussi en erreur dans nos rapports aux autres, dans nos relations humaines et sociales. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a tendance à vouloir donner aux autres ce que l'on aimerait recevoir, sans plutôt prendre en compte les besoins de tout un chacun. Et l'exemple qui me vient en tête comme ça pour mieux l'illustrer, c'est le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, où il nous explique que chacun d'entre nous a son propre fonctionnement amoureux et qu'il est important pour dire je t'aime à l'autre de le faire dans son fonctionnement amoureux à lui et non dans notre schéma amoureux à nous. En marketing, on conseille souvent aux vendeurs de faire abstraction de ce piège cognitif, de ce biais cognitif, afin de faire de meilleures ventes. On leur demande de tomber amoureux de leurs clients et non de leurs produits, c'est-à-dire cibler les besoins du client. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra lui proposer le service ou le produit qui est en lien avec ses besoins à lui et finalement faire des meilleures ventes. Il faut dire que l'effet de faux consensus est un piège cognitif ou un biais cognitif qui est très égocentrique et afin de s'en extirper, il est important de toujours partir du principe que les goûts et les couleurs ne se partagent pas ou ne se discutent tout simplement pas. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra être un peu plus lucide quant aux goûts, aux besoins, aux valeurs, aux convictions de tout un chacun ou des personnes qui nous entourent simplement. L'impression générale que l'on se fait d'une personne, d'un lieu ou d'une situation dépend généralement des premières informations que l'on a reçues ou perçues de ce lieu, de cette personne ou de cette situation, que ces informations soient positives ou négatives. C'est ce qu'on appelle l'effet de primauté. Il faut dire que c'est un biais cognitif qui nous affecte tous plus ou moins. Par exemple, lors d'une première rencontre, on attribuera des caractéristiques totalement différentes à la même personne selon son accoutrement ou son apparence. Ici, notre cerveau nous joue une fois de plus des tours en octroyant une force de persuasion importante aux premiers éléments perçus ou aux premières informations reçues. Il est difficile pour lui de procéder autrement. Les entreprises ont compris ce biais cognitif et ils capitalisent là-dessus. On peut le voir lorsqu'ils soignent le rôle d'entrée de leurs sièges sociaux, tout simplement parce qu'ils sont conscients que c'est la première image qu'ils renvoient ou tout le soin qu'ils apportent au packaging de leurs produits parce qu'ils sont conscients que c'est la première expérience client. Les enseignes de prêt-à-porter aussi utilisent ce biais cognitif en mettant en avant ou en évidence sur leur vitrine les vêtements phares ou les vêtements les plus élégants de leur collection. Même dans l'éducation, il a été montré, il a été prouvé que les professeurs avaient tendance à mieux noter les étudiants et élèves qui avaient bien répondu aux premières questions, même si le reste des questions étaient fausses, ou dans le cas d'une dissertation qui avait mieux soigné leur introduction, même si le reste de la dissertation était plus ou moins catastrophique.
faut dire qu'ici, on ne peut parler de l'effet de primauté sans parler de l'effet de ressens. L'effet de ressens, c'est un autre piège cognitif, un autre biais cognitif qui vient en quelque sorte compléter l'effet de primauté. Il stipule que la mémoire a tendance à mieux retenir les dernières informations enregistrées. Ayant une capacité de stockage limitée, la mémoire a tendance à remplacer les anciennes informations par les nouvelles. Et afin de capitaliser sur cet effet, il faut savoir jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire pour des situations à court terme, l'effet de primauté va prévaloir sur l'effet de ressens, et pour les situations à long terme, l'effet de ressens va dominer sur l'effet de primauté. Mais pour avoir un effet maximal, il faut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire savoir soigner les entrées et les sorties de scène, ou savoir soigner les introductions et les conclusions. Et là, il faut le faire dans toutes les situations possibles. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, lors d'un premier rendez-vous amoureux, lors d'un discours ou lors d'une lettre ou d'un courrier qu'on envoie à quelqu'un, savoir soigner les introductions et les conclusions, les entrées et les sorties de scène. Et maintenant que nous sommes conscients de ce piège cognitif, il faut qu'on puisse s'en extraire, et pour le faire, ne pas juste se baser sur les premières impressions ou les dernières, mais se baser sur l'ensemble des détails, l'ensemble des éléments, afin d'avoir un avis objectif sur une personne, sur une situation ou sur un lieu donné. Donc c'est un peu ça, les trois pièges cognitifs que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vais développer d'autres pièges cognitifs. N'hésitez pas à me raconter si vous avez fait face à des anecdotes, si vous avez eu des anecdotes dans votre vie dans lesquelles se sont imbriqués des pièges cognitifs. N'hésitez pas à me le dire, ça m'enrichira. Et partagez, likez, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.